Les damnés de la Terre. Préface à l'édition de 1961 par Jean-Paul Sartre. Il n'y a pas si longtemps, la Terre comptait 2 milliards d'habitants, soit 500 millions d'hommes et 1,5 milliard d'indigènes. Les premiers disposaient du verbe, les autres l'empruntaient. Entre cela et ceci, des roitelets vendus, des féodaux, une fausse bourgeoisie forgée de toutes pièces servait d'intermédiaire. Aux colonies, la vérité se montrait nue. Les métropoles la préféraient vêtue. Il fallait que l'indigène les aimât, comme des mères en quelque sorte. L'élite européenne entreprit de fabriquer un indigénat d'élite. On sélectionnait des adolescents, on leur marquait sur le front, au fer rouge, les principes de la culture occidentale. On leur fourrait dans la bouche des bâillons sonores, grands mots pâteux qui collaient aux dents. Après un bref séjour en métropole, on les renvoyait chez eux, truqués. Ces mensonges vivants n'avaient plus rien à dire à leurs frères. Ils résonnaient. De Paris, de Londres, d'Amsterdam, nous lancions des mots. Parthénon, fraternité. Et quelque part en Afrique, en Asie, des lèvres s'ouvraient. Ténon, nité. C'était l'âge d'or. Il prit fin. Les bouches s'ouvrirent seules. Les voix jaunes et noires parlaient encore de notre humanisme, mais c'était pour nous reprocher notre inhumanité. Nous écoutions sans déplaisir ces courtois exposés d'amertume. D'abord, ce fut un émerveillement fier. Comment ? Ils causent tout seuls ? Voyez pourtant ce que nous avons fait d'eux. Nous ne doutions pas qu'ils acceptassent notre idéal, puisqu'ils nous accusaient de n'y être pas fidèles. Pour le coup, l'Europe crut à sa mission. Elle avait hellénisé les Asiatiques, créé cette espèce nouvelle, les nègres gréco-latins. Nous ajoutions tout à fait entre nous, pratique, et nous ajoutions tout à fait entre nous, pratique, et puis laissons-les gueuler, ça les soulage. Chien qui aboie ne mord pas. Une autre génération vint, qui déplaça la question. Ces écrivains, ces poètes, avec une incroyable patience, essayèrent de nous expliquer que nos valeurs collaient mal avec la vérité de leur vie, qu'ils ne pouvaient ni tout à fait les rejeter, ni les assimiler. En gros, cela voulait dire « Vous faites de nous des monstres, votre humanisme nous prétend universel et vos pratiques racistes nous particularisent. » Nous les écoutions, très décontractés. Les administrateurs coloniaux ne sont pas payés pour lire Hegel. Aussi bien le lisent-ils peu. Mais ils n'ont pas besoin de ce philosophe pour savoir que les consciences malheureuses s'empêtrent dans leurs contradictions. Efficacité nulle. Donc perpétuons leur malheur. Il n'en sortira que du vent. S'il y avait, nous disaient les experts, l'ombre d'une revendication dans leurs gémissements, ce serait celle de l'intégration. Pas question de l'accorder, bien entendu. On eût ruiné le système qui repose, comme vous savez, sur la surexploitation. Mais il suffirait de tenir devant leurs yeux cette carotte. Ils galoperaient. Quant à se révolter, nous étions bien tranquilles. Quel indigène conscient s'en irait massacrer les beaux-fils de l'Europe, à seule fin de devenir européens comme eux ? Bref, nous encouragions ces mélancolies et ne trouvâmes pas mauvais, une fois, de décerner le prix Goncourt à un nègre. C'était avant 39. 1961. Écoutez, ne perdons pas de temps en stérile litanie ou en mémétisme nauséabond. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. Voici des siècles qu'au nom des prétendues aventures spirituelles, elle étouffe la quasi-totalité de l'humanité. Ce ton est neuf. Qui ose le prendre ? Un Africain, homme du tiers-monde, ancien colonisé. Il ajoute « L'Europe a acquis une telle vitesse folle, désordonnée, qu'elle va vers des abîmes dont il vaut mieux s'éloigner. Autrement dit, elle est foutue. Une vérité qui n'est pas bonne à dire, mais dont, n'est-ce pas, mes chers co-continentaux, nous sommes tous, entre chair et cuir, convaincus. Il faut faire une réserve, pourtant.
Quand un Français, par exemple, dit à d'autres Français « nous sommes foutus », ce qui, à ma connaissance, se produit à peu près tous les jours depuis 1930, c'est un discours passionnel, brûlant de rage et d'amour. L'orateur se met dans le bain avec tous ses compatriotes. Et puis, il ajoute généralement « à moins que ». On voit ce que c'est. Il n'y a plus une faute à commettre. Si ces recommandations ne sont pas suivies à la lettre, alors, et seulement alors, le pays se désintègrera. Bref, c'est une menace suivie d'un conseil et ces propos choquent, d'autant moins qu'ils jaillissent de l'intersubjectivité nationale. Quand Fanon, au contraire, dit de l'Europe qu'elle court à sa perte, loin de pousser un cri d'alarme, il propose un diagnostic. Ce médecin ne prétend ni la condamner sans recours, on a vu les miracles, ni lui donner les moyens de guérir. Il constate qu'elle agonise. Du dehors, en se basant sur les symptômes qu'il a pu recueillir. Quant à la soigner, non. Il a d'autres soucis en tête. Qu'elle crève ou qu'elle survive, il s'en moque. Par cette raison, son livre est scandaleux. Et si vous murmurez, rigolard et gêné, qu'est-ce qu'il nous met? La vraie nature du scandale vous échappe, car Fanon ne vous met rien du tout. Son ouvrage, si brûlant pour d'autres, reste pour vous glacé. On y parle de vous souvent, à vous jamais. Fini les Goncourt noirs et les Nobel jaunes. Il ne reviendra plus le temps des lauréats colonisés. Un ex-indigène de langue française plie cette langue à des exigences nouvelles, en use et s'adresse aux seuls colonisés. Indigènes de tous les pays sous-développés, unissez-vous. Quelle déchéance! Pour les pères, nous étions les uniques interlocuteurs. Les fils ne nous tiennent même plus pour des interlocuteurs valables. Nous sommes les objets du discours. Bien sûr, Fanon mentionne au passage nos crimes fameux, Sétif, Hanoï, Madagascar, car il ne perd pas sa peine à les condamner, il les utilise. S'il démonte les tactiques du colonialisme, le jeu complexe des relations qui unissent et qui opposent les colons aux métropolitains, c'est pour ses frères. Son but est de leur apprendre à nous déjouer. Bref, le tiers-monde se découvre et se parle par cette voie, car on sait qu'il n'est pas homogène et qu'on y trouve encore des peuples asservis, d'autres qui ont acquis une fausse indépendance, d'autres qui se battent pour conquérir la souveraineté, d'autres enfin qui ont gagné la liberté plénière, mais qui vivent sous la menace constante d'une agression impérialiste. Ces différences sont nées de l'histoire coloniale, cela veut dire de l'oppression. Ici, la métropole s'est contentée de payer quelques féodaux. Là, divisant pour régner. Elle a fabriqué de toutes pièces une bourgeoisie de colonisés. Ailleurs, elle a fait coup double. La colonie est à la fois d'exploitation et de peuplement. Ainsi, l'Europe a-t-elle multiplié les divisions, les oppositions, forgé les classes et parfois des racismes, tenté par tous les expédients de provoquer et d'accroître la stratification des sociétés colonisées. Fanon ne dissimule rien. Pour lutter contre nous, l'ancienne colonie doit lutter contre elle-même. Ou plutôt, les deux ne font qu'un. Au feu du combat, toutes les barrières intérieures doivent fondre. L'impuissante bourgeoisie d'affairistes et de compradores, le prolétariat urbain, toujours privilégié, le lumpen prolétariat des bidonvilles, tous doivent s'aligner sur les positions des masses rurales, véritables réservoirs de l'armée nationale et les révolutionnaires. Dans ces contrées, dont le colonialisme a délibérément stoppé le développement, la paysannerie, quand elle se révolte, apparaît très vite comme la classe radicale. Elle connaît l'oppression nue. Elle en souffre beaucoup plus que les travailleurs des villes, et pour l'empêcher de mourir de faim, il ne faut rien de moins qu'un éclatement de toutes les structures. Quel triomphe! La Révolution nationale sera socialiste, qu'on arrête son élan, que la bourgeoisie colonisée prenne le pouvoir, le nouvel État, en dépit d'une souveraineté formelle, reste aux mains des impérialistes. C'est ce qui illustre assez bien l'exemple de Katanga. Ainsi, l'unité du tiers-monde n'est pas faite.
c'est une entreprise en cours qui passe par l'union, en chaque pays, après, comme avant l'indépendance, de tous les coloniser sous le commandement de la classe paysanne. Voilà ce que Fanon explique à ses frères d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Nous réaliserons tous ensemble et partout le socialisme révolutionnaire, où nous serons battus un à un par nos anciens tyrans. Ils ne dissimulent rien, ni les faiblesses, ni les discordes, ni les mystifications. Ici, le mouvement prend un mauvais départ. Là, après de foudroyants succès, il est en perte de vitesse. Ailleurs, il s'est arrêté. Si l'on veut qu'il reprenne, il faut que les paysans jettent leur bourgeoisie à la mer. Le lecteur est sévèrement mis en garde contre les aliénations les plus dangereuses. Le leader, le culte de la personne, la culture occidentale et tout aussi bien le retour du lointain passé de la culture africaine. La vraie culture, c'est la révolution. Cela veut dire qu'elle se forge à chaud. Fanon parle à voix haute. Nous, les Européens, nous pouvons l'entendre. La preuve en est que vous tenez ce livre entre vos mains. Ne craint-il pas que les puissances coloniales tirent profit de sa sincérité? Non, il ne craint rien. Nos procédés sont périmés. Ils peuvent retarder parfois l'émancipation. Ils ne l'arrêteront pas. Et n'imaginons pas que nous pourrons rajuster nos méthodes. Le néocolonialisme, ce rêve paresseux des métropoles, c'est du vent. Les troisièmes forces n'existent pas, ou bien ce sont les bourgeoisies bidons que le colonialisme a déjà mis au pouvoir. Notre machiavélisme a peu de prise sur ce monde fort éveillé qui a dépisté l'un après l'autre nos mensonges. Le colon n'a qu'un recours, la force, quand il lui en reste. L'indigène n'a qu'un choix, la servitude ou la souveraineté. Qu'est-ce que ça peut lui faire à Fanon que vous lisiez ou non son ouvrage? C'est à ses frères qu'il dénonce nos vieilles malices, sûr que nous n'en avons pas de rechange. C'est à eux qu'il dit « L'Europe a mis les pattes sur nos continents, il faut les taillader jusqu'à ce qu'elle les retire. Le moment nous favorise, rien n'arrive à Bizerte, à Élisabethville, dans le bled algérien que la terre entière n'en soit informée. Les blocs prennent des partis contraires, ils se tiennent en respect. Profitons de cette paralysie, entrons dans l'histoire et que notre irruption la rende universelle pour la première fois. Battons-nous. À défaut d'autres armes, la patience du couteau suffira. Européens, ouvrez ce livre, entrez-y. Après quelques pas dans la nuit, vous verrez des étrangers réunis autour d'un feu. Approchez, écoutez. Ils discutent du sort qu'ils réservent à vos comptoirs, aux mercenaires qui les défendent. Ils vous verront peut-être, mais ils continueront de parler entre eux, sans même baisser la voix. Cette indifférence frappe au cœur. Les pères, créatures de l'ombre, vos créatures, c'étaient des âmes mortes. Vous leur dispensiez la lumière, ils ne s'adressaient qu'à vous, et vous ne preniez pas la peine de répondre à ces zombies. Les fils vous ignorent. Un feu les éclaire et les réchauffe, qui n'est pas le vôtre. Vous, à distance respectueuse, vous vous sentirez furtif, nocturne, transi. Chacun son tour, dans ces ténèbres d'où va surgir une autre aurore, les zombies, c'est vous. En ce cas, direz-vous, jetons cet ouvrage par la fenêtre. Pourquoi le lire puisqu'il n'est pas écrit pour nous? Pour deux motifs, dont le premier est que Fanon vous explique à ses frères et démonte pour eux le mécanisme de nos aliénations. Profitez-en pour vous découvrir à vous-même dans votre vérité d'objet. Nos victimes nous connaissent par leurs blessures et par leurs fers. C'est ce qui rend leur témoignage irréfutable. Il suffit qu'elles nous montrent ce que nous avons fait d'elles pour que nous connaissions ce que nous avons fait de nous. Est-ce utile? Oui, puisque l'Europe est en grand danger de crever. Mais direz-vous encore, nous vivons dans la métropole et nous réprouvons les excès. Il est vrai, vous n'êtes pas des colons, mais vous ne valez pas mieux. Ce sont vos pionniers. Vous les avez envoyés outre-mer, ils vous ont enrichis. Vous les aviez prévenus. S'ils faisaient couler trop de sang, vous les désavoueriez du bout des lèvres. De la même manière, un État,
quel qu'il soit, entretient à l'étranger une tourbe d'agitateurs, de provocateurs et d'espions qu'il désavoue quand on les prend. Vous, si libéraux, si humains, vous poussez l'amour de la culture jusqu'à la préciosité. Vous faites semblant d'oublier que vous avez des colonies et qu'on y massacre en votre nom. Fanon révèle à ses camarades, à certains d'entre eux, surtout qui demeurent un peu trop occidentalisés, la solidarité des métropolitains et de leurs agents coloniaux. Ayez le courage de le lire, par cette première raison qu'il vous fera honte et que la honte, comme a dit Marx, est un sentiment révolutionnaire. Vous voyez, moi aussi je ne peux me dépendre de l'illusion subjective. Moi aussi je vous dis, tout est perdu à moins que, Européens, je vole le livre d'un ennemi et j'en fais un moyen de guérir l'Europe. Profitez-en. Et voici la seconde raison. Si vous écartez les bavardages fascistes de Sorel, vous trouverez que Fanon est le premier depuis Engels à remettre en lumière l'accoucheuse de l'histoire. Et n'allez pas croire qu'un sang trop vif ou que des malheurs d'enfance lui aient donné pour la violence je ne sais quel goût singulier. Il se fait l'interprète de la situation, rien de plus. Mais cela suffit pour qu'il constitue étape par étape la dialectique que l'hypocrisie libérale vous cache et qu'il nous a produit tout autant que lui. Au siècle dernier, la bourgeoisie tient les ouvriers pour des envieux, déréglés par de grossiers appétits, mais elle prend soin d'inclure ces grands brutaux dans notre espèce. À moins d'être hommes et libres, comment pourraient-ils vendre librement leur force de travail? En France, en Angleterre, l'humanisme se prétend universel. Avec le travail forcé, c'est tout le contraire. Pas de contrat. En plus de ça, il faut intimider. Donc l'oppression se montre. Nos soldats, outre-mer, repoussant l'universalisme métropolitain, appliquent au genre humain le numerus clausus, puisque nul ne peut sans crime dépouiller son semblable, l'asservir ou le tuer. Il pose en prince que le colonisé n'est pas le semblable de l'homme. Notre force de frappe a reçu mission de changer cette abstraite certitude en réalité. Ordre est donné de ravaler les habitants du territoire annexé au niveau du singe supérieur pour justifier le colon, de les traiter en bêtes de somme. La violence coloniale ne se donne pas seulement le but de tenir en respect ces hommes asservis, elle cherche à les déshumaniser. Rien ne sera ménagé pour liquider leurs traditions, pour substituer nos langues aux leurs, pour détruire leur culture sans leur donner la nôtre. On les abrutira de fatigue. Dénourris, malades, s'ils résistent encore, la peur terminera le job. On braque sur le paysan des fusils. Viennent des civils qui s'installent sur sa terre et le contraignent par la cravache à la cultiver pour eux. S'il résiste, les soldats tirent. C'est un homme mort. S'il cède, il se dégrade. Ce n'est plus un homme. La honte et la crainte vont fissurer son caractère, désintégrer sa personne. L'affaire est menée, tambour battant, par des experts. Ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les services psychologiques, ni le lavage de cerveau. Et pourtant, malgré tant d'efforts, le but n'est atteint nulle part. Au Congo, où l'on coupait les mains des nègres, pas plus qu'en Angola, où tout récemment on trouait les lèvres des mécontents pour les fermer par des cadenas. Et je ne prétends pas pour qu'il soit impossible de changer un homme en bête, je dis qu'on n'y parvient pas sans l'affaiblir considérablement. Les coups ne suffisent jamais, il faut forcer sur la dénutrition. C'est l'ennui avec la servitude. Quand on domestique un membre de notre espèce, on diminue son rendement. Et si peu qu'on lui donne, un homme de basse-cour finit par coûter plus qu'il ne rapporte. Par cette raison, les colons sont obligés d'arrêter le dressage à la mi-temps. Le résultat, ni homme ni bête, c'est l'indigène. Battu, sous-alimenté, malade, apeuré, mais jusqu'à un certain point seulement. Il a, jaune, noir ou blanc, toujours les mêmes traits de caractère. C'est un paresseux, sournois et voleur, qui vit de rien et ne connaît que la force. Pauvre colon. Voilà sa contradiction mise à nu. Il devrait, comme fait, dit-on,
le génie, tuer ceux qu'ils pillent. Or cela n'est pas possible, ne faut-il pas aussi qu'ils les exploitent? Faute de pousser le massacre jusqu'au génocide et la servitude jusqu'à l'abêtissement, il perd les pédales. L'opération se renverse, une implacable logique l'amènera jusqu'à la décolonisation. Pas tout de suite. D'abord, l'Européen règne. Il a déjà perdu, mais ne s'en aperçoit pas. Il ne sait pas encore que les indigènes sont de faux indigènes. Il leur fait du mal, à l'entendre, pour détruire ou pour refouler le mal qu'ils ont en eux. Au bout de 3 générations, leurs pernicieux instincts ne renaîtront plus. Quels instincts? Ceux qui poussent les esclaves à massacrer le maître? Comment n'y reconnaît-il pas sa propre cruauté retournée contre lui? La sauvagerie de ces paysans opprimés, comment n'y retrouve-t-il pas sa sauvagerie de colons qu'ils ont absorbés par tous les pores et dont ils ne se guérissent pas? La raison est simple. Ce personnage impérieux, affolé par sa toute-puissance et par la peur de la perdre, ne se rappelle plus très bien qu'il a été un homme. Il se prend pour une cravache ou pour un fusil. Il en est venu à croire que la domestication des races inférieures s'obtient par le conditionnement de leurs réflexes. Il néglige la mémoire humaine, les souvenirs ineffaçables, et puis surtout, il y a ceci qu'il n'a peut-être jamais su. Nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous. 3 générations. Dès la seconde, à peine ouvraient-ils les yeux. Les fils ont vu battre leur père. En termes de psychiatrie, les voilà traumatisés pour la vie. Mais ces agressions, sans cesse renouvelées, loin de les porter à se soumettre, les jettent dans une contradiction insupportable dont l'Européen, tôt ou tard, fera les frais. Après cela, qu'on les dresse à leur tour, qu'on leur apprenne la honte, la douleur et la faim, on ne suscitera dans leur corps qu'une rage volcanique dont la puissance est égale à celle de la pression qui s'exerce sur eux. Ils ne connaissent, disiez-vous, que la force? Bien sûr. D'abord, ce ne sera que celle du colon, et bientôt que la leur. Cela veut dire la même rejaillissant sur nous comme notre reflet vient du fond d'un miroir à notre rencontre. Ne vous y trompez pas, par cette folle rogne, par cette bile et ce fiel, par leur désir permanent de nous tuer, par la contracture permanente de muscles puissants qui ont peur de se dénouer, ils sont hommes, par le colon, qui les veut hommes de peine, et contre lui, aveugles encore, abstraites, la haine est leur seul trésor. Le maître la provoque parce qu'il cherche à les abêtir. Il échoue à la briser, parce que ses intérêts l'arrêtent à mi-chemin. Ainsi, les faux indigènes sont humains encore, par la puissance et l'impuissance de l'oppresseur qui se transforme chez eux en un refus entêté de la condition animale. Pour le reste, on a compris, ils sont paresseux, bien sûr, c'est du sabotage. Sournois, voleurs, parbleu. Leur menu larcin marque le commencement d'une résistance encore inorganisée. Cela ne suffit pas. Il en est qui s'affirment en se jetant à main nue contre les fusils. Ce sont leurs héros. Et d'autres se font hommes en assassinant des Européens. On les abat, brigands et martyrs, leur supplice exalte les masses terrifiées. Terrifiées, oui. En ce nouveau moment, l'agression coloniale s'intériorise en terreur chez les colonisés. Par là, je n'entends pas seulement la crainte qu'ils éprouvent devant nos inépuisables moyens de répression, mais aussi celle que leur inspire leur propre fureur. Ils sont coincés entre nos armes qui les visent et leurs effrayantes pulsions, ces désirs de meurtre qui montent du fond des cœurs et qu'ils ne reconnaissent pas toujours, car ce n'est pas d'abord leur violence, c'est la nôtre, retournée, qui grandit et les déchire. Et le premier mouvement de ces opprimés est d'enfouir profondément cette inavouable colère que leur morale et la nôtre réprouvent, et qui n'est pourtant que le dernier réduit de leur humanité. Lisez Fanon, vous saurez que dans le temps de leur impuissance, la folie meurtrière est l'inconscient collectif décolonisé. Cette furie contenue, faute d'éclater, tourne en rond et ravage les opprimés eux-mêmes. Pour s'en libérer, ils en viennent à se massacrer entre eux.
Les tribus se battent les unes contre les autres faute de pouvoir affronter l'ennemi véritable, et vous pouvez compter sur la politique coloniale pour entretenir leur rivalité. Le frère, levant le couteau contre son frère, croit détruire, une fois pour toutes, l'image détestée de leur avilissement commun. Mais ces victimes expiatoires n'apaisent pas leur soif de sang. Ils ne s'empêcheront de marcher contre les mitrailleuses qu'en se faisant nos complices. Cette déshumanisation qu'ils repoussent, ils vont de leur propre chef en accélérer les progrès. Sous les yeux amusés du colon, ils se prémuniront contre eux-mêmes par des barrières surnaturelles, tantôt ranimant de vieux mythes terribles, tantôt se ligotant par des rites méticuleux. Ainsi, l'obsédé fuit son exigence profonde en s'infligeant des manies qui le requièrent à chaque instant. Ils dansent, ça les occupe, ça dénoue leurs muscles douloureusement contractés, et puis la danse mime en secret, souvent à leur insu, le nom qu'ils ne peuvent dire, les meurtres qu'ils n'osent commettre. En certaines régions, ils usent de ce dernier recours, la possession. Ce qui était autrefois le fait religieux dans sa simplicité, une certaine communication du fidèle avec le sacré, ils en font une arme contre le désespoir et l'humiliation. Les tsars, les loas, les saints de la sainterie descendent en eux, gouvernent leur violence et la gaspillent en transe jusqu'à l'épuisement. En même temps, ces hauts personnages les protègent. Cela veut dire que les colonisés se défendent de l'aliénation coloniale en renchérissant sur l'aliénation religieuse. Avec cet unique résultat, au bout du compte, qu'ils cumulent les deux aliénations et que chacune se renforce par l'autre. Ainsi, dans certaines psychoses, las d'être insultés tous les jours, les hallucinés s'avisent un beau matin d'entendre une voix d'ange qui les complimente. Les colibés ne cessent pas pour autant. Désormais, ils alternent avec la félicitation. C'est une défense et c'est la fin de leur aventure. La personne est dissociée, le malade s'achemine vers la démence. Ajoutez, pour quelques malheureux rigoureusement sélectionnés, cette autre possession dont j'ai parlé plus haut, la culture occidentale. À leur place, direz-vous, j'aimerais encore mieux mes tsars que l'acropole. Bon, vous avez compris. Pas tout à fait cependant, car vous n'êtes pas à leur place, pas encore. Sinon vous sauriez qu'ils ne peuvent pas choisir, ils cumulent. 2 mondes, ça fait 2 possessions. On danse toute la nuit, à l'aube, on se presse dans les églises pour entendre la messe. De jour en jour, la fêlure s'accroît. Notre ennemi trahit ses frères et se fait notre complice. Ses frères en font autant. L'indigénat est une névrose introduite et maintenue par le colon chez les colonisés avec leur consentement. Réclamer et renier tout à la fois la condition humaine. La contradiction est explosive. Aussi bien explose-t-elle, vous le savez comme moi. Et nous vivons au temps de la déflagration. Que la montée des naissances accroisse la disette, que les nouveaux venus aient à redouter de vivre un peu plus que de mourir, le torrent de la violence emporte toutes les barrières. En Algérie, en Angola, on massacre à vue les Européens. C'est le moment du boomerang, le 3e temps de la violence, et elle revient sur nous, elle nous frappe, et pas plus que les autres fois, nous ne comprenons que c'est le nôtre. Les libéraux restent hébétés. Ils reconnaissent que nous n'étions pas assez polis avec les indigènes, qu'il eût été plus juste et plus prudent de leur accorder certains droits, dans la mesure du possible. Ils ne demandaient pas mieux que de les admettre par fournée et sans parrain dans ce club si fermé, notre espèce. Et voici que ce déchaînement barbare et fou ne les épargne pas plus que les mauvais colons. La gauche métropolitaine est gênée. Elle connaît le véritable sort des indigènes, l'oppression sans merci dont ils font l'objet. Elle ne condamne pas leur révolte, sachant que nous avons tout fait pour la provoquer. Mais tout de même, pense-t-elle, il y a des limites. Ces guerrilleros devraient tenir à cœur de se montrer chevaleresques. Ce serait le meilleur moyen de prouver qu'ils sont des hommes. Parfois, elle les gourmande. Vous allez trop fort, nous ne vous soutiendrons plus. Ils s'en foutent. Pour ce que vaut le soutien qu'elle leur accorde, elle peut tout aussi bien se le mettre au cul. Dès que leur guerre a commencé, ils ont aperçu cette vérité rigoureuse.
Nous nous valons tous tant que nous sommes. Nous avons tous profité d'eux. Ils n'ont rien à prouver. Ils ne feront de traitement de faveur à personne. Un seul devoir, un seul objectif, chasser le colonialisme par tous les moyens. Et les plus avisés d'entre nous seraient à la rigueur prêts à l'admettre, mais ils ne peuvent s'empêcher de voir dans cette épreuve de force le moyen tout inhumain que des sous-hommes ont pris pour se faire octroyer une charte d'humanité, qu'on l'accorde au plus vite et qu'ils tâchent alors par des entreprises pacifiques de la mériter. Nos belles âmes sont racistes. Elles auront profit à lire Fanon. Cette violence irrépressible, il le montre parfaitement, n'est pas une absurde tempête, ni la résurrection d'instincts sauvages, ni même un effet du ressentiment. C'est l'homme lui-même se recomposant. Cette vérité, nous l'avons su, je crois, et nous l'avons oubliée. Les marques de la violence, nulle douceur ne les effacera. C'est la violence qui peut seule les détruire. Et le colonisé se guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les armes. Quand sa rage éclate, il réprouve sa transparence perdue. Il ne connaît dans la mesure même où il se fait. De loin nous tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie. Mais elle procède par elle-même à l'émancipation progressive du combattant. Elle liquide en lui et hors de lui progressivement les ténèbres coloniales. Dès qu'elle commence, elle est sans merci. Il faut rester terrifié ou devenir terrible. Cela veut dire s'abandonner aux dissociations d'une vie truquée ou conquérir l'unité natale. Quand les paysans touchent des fusils, les vieux mythes pâlissent, les interdits sont un à un renversés. L'arme d'un combattant, c'est son humanité. Car, en le premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant, pour la première fois, sent un sol national sur la plante de ses pieds. Dans cet instant, la nation ne s'éloigne pas de lui. On la trouve où il va, où il est. Jamais plus loin, elle se confond avec sa liberté. Mais après la première surprise, l'armée coloniale réagit. Il faut s'unir ou se faire massacrer. Les discordes tribales s'atténuent, tendent à disparaître. D'abord parce qu'elles mettent en danger la révolution, et plus profondément parce qu'elles n'avaient d'autre office que de dériver la violence vers de faux ennemis. Quand elles demeurent, comme au Congo, c'est qu'elles sont entretenues par les agents du colonialisme. La nation se met en marche. Pour chaque frère, elle est partout où d'autres frères combattent. Leur amour fraternel est l'envers de la haine qu'ils vous portent, frères en ceci que chacun d'eux a tué, peut, d'un instant à l'autre, avoir tué. Fanon montre à ses lecteurs les limites de la spontanéité, la nécessité et les dangers de l'organisation. Mais, quelle que soit l'immensité de la tâche, à chaque développement de l'entreprise, la conscience révolutionnaire s'approfondit. Les derniers complexes s'envolent. Qu'on vienne un peu nous parler du complexe de dépendance chez le soldat de l'ALN. Libéré de ses œillères, le paysan prend connaissance de ses besoins. Il le tuait, mais il tentait de les ignorer. Il les découvre comme des exigences infinies. En cette violence populaire, pour tenir 5 ans, 8 ans, comme ont fait les Algériens, les nécessités militaires, sociales et politiques ne se peuvent distinguer. La guerre, ne fût-ce qu'en posant la question du commandement et des responsabilités, institue de nouvelles structures qui seront les premières institutions de la paix. Voici donc l'homme instauré jusque dans des traditions nouvelles, fille future d'un horrible présent. Le voici légitimé par un droit qui va naître, qui naît chaque jour au feu. Avec le dernier colon tué, rembarqué ou assimilé, l'espèce minoritaire disparaît, cédant la place à la fraternité socialiste. Et ce n'est pas encore assez. Ce combattant brûle les étapes. Vous pensez bien qu'il ne risque pas sa peau pour se retrouver au milieu du vieil homme métropolitain. Voyez sa patience. Peut-être rêve-t-il quelquefois d'un nouveau Dien Bien Phu, mais croyez qu'il n'y compte pas vraiment. C'est un gueux luttant dans sa misère contre des riches puissamment armés. En attendant les victoires décisives et souvent sans rien attendre, il travaille ses adversaires l'écœurement. Cela n'ira pas sans d'effroyables pertes. L'armée coloniale devient féroce.
quadrillage, ratissage, regroupement, expédition punitive. On massacre les femmes et les enfants. Il le sait. Cet homme neuf commence sa vie d'homme par la faim. Il se tient pour un mort en puissance. Il sera tué. Ce n'est pas seulement qu'il en accepte le risque, c'est qu'il en a la certitude. Ce mort en puissance a perdu sa femme, ses fils. Il a vu tant d'agonie qu'il veut vaincre plutôt que survivre. D'autres profiteront de la victoire, pas lui. Il est trop las. Mais cette fatigue du cœur est à l'origine d'un incroyable courage. Nous trouvons notre humanité en deçà de la mort et du désespoir. Il la trouve au-delà des supplices et de la mort. Nous avons été les semeurs de vent. La tempête, c'est lui. Fils de la violence, il puise en elle à chaque instant son humanité. Nous étions hommes à ses dépens. Il se fait homme au nôtre. Un autre homme de meilleure qualité. Ici, Fanon s'arrête. Il a montré la route. Porte-parole des combattants, il a réclamé l'union, l'unité du continent africain contre toutes les discordes et tous les particularismes. Son but est atteint. S'il voulait décrire intégralement le fait historique de la décolonisation, il lui faudrait parler de nous, ce qui n'est certes pas son propos. Mais quand nous avons fermé le livre, il se poursuit en nous, malgré son auteur, car nous éprouvons la force des peuples en révolution et nous y répondons par la force. Il y a donc un nouveau moment de la violence et c'est à nous, cette fois, qu'il faut revenir, car elle est en train de nous changer dans la mesure où le faux indigène se change à travers elle. À chacun de mener ses réflexions comme il veut, pourvu toutefois qu'il réfléchisse. Dans l'Europe d'aujourd'hui, tout étourdi par les coups qu'on lui porte, en France, en Belgique, en Angleterre, le moindre divertissement de la pensée est une complicité criminelle avec le colonialisme. Ce livre n'avait nul besoin d'une préface, d'autant moins qu'il ne s'adresse pas à nous. J'en ai fait une, cependant, pour mener jusqu'au bout la dialectique. Nous aussi, gens de l'Europe, on nous décolonise. Cela veut dire qu'on extirpe par une opération sanglante le colon qui est en chacun de nous. Regardons-nous, si nous en avons le courage et voyons ce qu'il advient de nous. Il faut affronter d'abord ce spectacle inattendu, le striptease de notre humanisme. Le voici tout nu, pas beau. Ce n'était qu'une idéologie menteuse, l'exquise justification du pillage, ses tendresses et sa préciosité cautionnaient nos agressions. Ils ont bonne mine, les non-violents, ni victimes ni bourreaux. Allons, si vous n'êtes pas victime, quand le gouvernement que vous avez plébiscité, quand l'armée où vos jeunes frères ont servi, sans hésitation ni remords, ont entrepris un génocide, vous êtes indubitablement des bourreaux. Et si vous choisissez d'être victime, de risquer un jour ou deux de prison, vous choisissez simplement de tirer votre épingle du jeu. Vous ne l'en tirerez pas. Il faut qu'elle y reste jusqu'au bout. Comprenez enfin ceci, si la violence a commencé ce soir, si l'exploitation ni l'oppression n'ont jamais existé sur Terre, peut-être la non-violence affichée peut apaiser la querelle. Mais si le régime tout entier et jusqu'à vos non-violentes pensées sont conditionnés par une oppression millénaire, votre passivité ne sert qu'à vous ranger du côté des oppresseurs. Vous savez bien que nous sommes des exploiteurs. Vous savez bien que nous avons pris l'or et les métaux puis le pétrole des continents neufs et que nous les avons ramenés dans les vieilles métropoles. Non sans d'excellents résultats, des palais, des cathédrales, des capitales industrielles, et puis quand la crise menaçait, les marchés coloniaux étaient là pour l'amortir ou la détourner. L'Europe, gavée de richesses, accorda de jure l'humanité à tous ses habitants. Un homme, chez nous, ça veut dire un complice, puisque nous avons tous profité de l'exploitation coloniale. Ce continent gras et blême finit par donner dans ce que Fanon nomme justement le narcissisme. Cocteau s'agaçait de Paris, cette ville qui parle tout le temps d'elle-même. Et l'Europe, que fait-elle d'autre? Et ce monstre sur-européen, l'Amérique du Nord? Quel bavardage! Liberté, égalité, fraternité, amour, honneur, patrie, que sais-je? Cela ne nous empêchait pas de tenir en même temps des discours racistes, sale nègre, sale juif, sale raton, de bons esprits, libéraux et tendres, des néocolonialistes.
en somme, se prétendaient choqués par cette inconséquence, erreur ou mauvaise foi. Rien de plus conséquent chez nous qu'un humanisme raciste, puisque l'Européen n'a pu se faire homme qu'en fabriquant des esclaves et des monstres. Tant qu'il y eut un indigénat, cette imposture ne fut pas démasquée. On trouvait, dans le genre humain, une abstraite postulation d'universalité qui servait à couvrir des pratiques plus réalistes. Il y avait, de l'autre côté des mers, une race de sous-hommes qui, grâce à nous, dans 1000 ans, peut-être, accéderait à notre état. Bref, on confondait le genre avec l'élite. Aujourd'hui, l'indigène révèle sa vérité. Du coup, notre club, si fermé, révèle sa faiblesse. Ce n'était ni plus ni moins qu'une minorité. Il y a pis. Puisque les autres se font hommes contre nous, il apparaît que nous sommes les ennemis du genre humain. L'élite révèle sa vraie nature, un gang. Nos chères valeurs perdent leurs ailes. À les regarder de près, on n'en trouvera pas une qui ne soit tachée de sang. S'il vous faut un exemple, rappelez-vous ces grands mots, et c'est généreux. La France, généreux, nous, et sétif. Et ces 8 années de guerre féroce qui ont coûté la vie de plus d'1 million d'Algériens. Et la Gégène. Vous comprenez bien qu'on ne nous reproche pas d'avoir trahi je ne sais quelle mission, pour la bonne raison que nous n'en avions aucune. C'est la générosité même qui est en cause. Ce beau mot chantant n'a qu'un sens, statut octroyé. Pour les hommes d'en face, neufs et délivrés, personne n'a le pouvoir ni le privilège de rien donner à personne. Chacun a tous les droits, sur tous et notre espèce. Lorsqu'un jour elle se sera faite, ne se définira pas comme la somme des habitants du globe, mais comme l'unité infinie de leur réciprocité. Je m'arrête. Vous finirez le travail sans peine. Il suffit de regarder en face. Pour la première et pour la dernière fois, nos aristocrates, nos aristocratiques vertus. Elles crèvent. Comment survivraient-elles à l'aristocratie de sous-hommes qui les a engendrées? Il y a quelques années, un commentateur bourgeois et colonialiste, pour défendre l'Occident, n'a trouvé que ceci. Nous ne sommes pas des anges, mais nous, du moins, nous avons des remords. Quel aveu! Autrefois, notre continent avait d'autres flotteurs. Le Parthénon, Chartres, les droits de l'homme, la Slavstika. On sait à présent ce qu'ils valent, et l'on ne prétend plus nous sauver du naufrage que par le sentiment très chrétien de notre culpabilité. C'est la fin, comme vous voyez. L'Europe fait eau de toutes parts. Que s'est-il donc passé? Ceci, tout simplement, que nous étions les sujets de l'histoire et que nous en sommes à présent les objets. Le rapport des forces s'est renversé, la décolonisation est en cours. Tout ce que nos mercenaires peuvent tenter, c'est d'en retarder l'achèvement. Encore faut-il que les vieilles métropoles y mettent le paquet, qu'elles engagent dans une bataille d'avance perdue toutes leurs forces. Cette vieille brutalité coloniale qui a fait la gloire douteuse des Bugeaud, nous la retrouvons à la fin de l'aventure, décuplée, insuffisante. On envoie le contingent en Algérie, il s'y maintient depuis 7 ans sans résultat. La violence a changé de sens, victorieux nous l'exercions, sans qu'elle parût nous altérer. Elle décomposait les autres et nous, les hommes, notre humanisme, restait intact. Unis par le profit, les métropolitains baptisaient fraternité, amour, la communauté de leurs crimes. Aujourd'hui, la même, partout bloquée, revient sur nous à travers nos soldats, s'intériorise et nous possède. L'involution commence, le colonisé se recompose et nous, ultra et libéraux, colons et métropolitains, nous nous décomposons. Déjà la rage et la peur sont nues, elles se montrent à découvert dans les ratonnades d'Alger. Où sont les sauvages à présent? Où est la barbarie? Rien ne manque, pas même le tam-tam, les klaxons rythment Algérie française, pendant que les Européens font brûler vifs des musulmans. Il n'y a pas si longtemps, Fanon le rappelle, des psychiatres en congrès s'affligeaient de la criminalité indigène. Ces gens-là s'entretuent, disait-il. Cela n'est pas normal. Le cortex de l'Algérien doit être sous-développé. En Afrique centrale, d'autres ont établi que l'Africain utilise très peu ses lobes frontaux.
Ces savants auraient intérêt aujourd'hui à poursuivre leur enquête en Europe et particulièrement chez les Français. Car nous aussi, depuis quelques années, nous devons être atteints de paresse frontale. Les patriotes assassinent un peu leurs compatriotes. En cas d'absence, ils font sauter leurs concierges et leurs maisons. Ce n'est qu'un début, la guerre civile est prévue pour l'automne et pour le prochain printemps. Nos lobes, pourtant, semblent en parfait état. Ne serait-ce pas plutôt que faute de pouvoir écraser l'indigène, la violence revient sur soi, s'accumule au fond de nous et cherche une issue. L'union du peuple algérien produit la désunion du peuple français. Sur tout le territoire de l'ex-métropole, les tribus dansent et se préparent au combat. La terreur a quitté l'Afrique pour s'installer ici, car il y a des furieux tout bonnement qui veulent nous faire payer de notre sang la honte d'avoir été battus par l'indigène. Et puis il y a les autres, tous les autres, aussi coupables, après Bizerte, après les lynchages de septembre, qui donc est descendu dans la rue pour dire « assez ». Mais plus rassis, les libéraux, les durs de la gauche molle, eux aussi la fièvre monte. Et la hargne, mais quelle frousse! Ils se masquent leur rage par des mythes, par des rites compliqués pour retarder le règlement de compte final et l'heure de la vérité. Ils ont mis à notre tête un grand sorcier dont l'office est de nous maintenir à tout prix dans l'obscurité. Rien n'y fait. Proclamée par les uns, refoulée par les autres, la violence tourne en rond. Un jour, elle explose à Metz. Le lendemain à Bordeaux. Elle a passé par ici, elle passera par là. C'est le jeu du furet. À notre tour, pas à pas, nous faisons le chemin qui mène à l'indigénat. Mais pour devenir indigène, tout à fait, il faudrait que notre sol fût occupé par les anciens colonisés et que nous crevions de faim. Ce ne sera pas, non. C'est le colonialisme déchu qui nous possède. C'est lui qui nous chevauchera bientôt, gâteux et superbe. Le voilà, notre tsar, notre Loa. Et vous vous persuaderez, en lisant le dernier chapitre de Fanon, qu'il vaut mieux être un indigène au pire moment de la misère qu'un ci-devant colon. Il n'est pas bon qu'un fonctionnaire de la police soit obligé de torturer 10 heures par jour. À ce train-là, ses nerfs vont craquer à moins qu'on interdise aux bureaux dans leur propre intérêt de faire des heures supplémentaires. Quand on veut protéger, par la rigueur des lois, le moral de la nation et de l'armée, il n'est pas bon que celle-ci démoralise systématiquement celle-là, ni qu'un pays de tradition républicaine confie par centaines de milliers ces jeunes gens et des officiers putschistes. Il n'est pas bon, mes compatriotes, vous qui connaissez tous les crimes commis en notre nom, il n'est vraiment pas bon que vous n'en souffliez mot à personne, pas même à votre âme, par crainte d'avoir à vous juger. Au début, vous ignoriez, je veux le croire. Ensuite, vous avez douté. À présent, vous savez. Mais vous vous taisez toujours. 8 ans de silence, ça dégrade. Et vainement, aujourd'hui, l'aveuglant soleil de la torture est au zénith. Il éclaire tout le pays, sous la lumière. Il n'y a plus un rire qui sonne juste, plus un visage qui ne se farde pour masquer la colère ou la peur, plus un acte qui ne trahisse nos dégoûts et nos complicités. Il suffit aujourd'hui que 2 Français se rencontrent pour qu'il y ait un cadavre entre eux. Et quand je dis « un », la France autrefois c'était un nom de pays, prenons garde que ce ne soit en 1961 le nom d'une névrose. Guérirons-nous? Oui, la violence comme la lance d'Achille peut cicatriser les blessures qu'elle a faites. Aujourd'hui nous sommes enchaînés, humiliés, malades de peur, au plus bas. Heureusement, cela ne suffit pas encore à l'aristocratie colonialiste. Elle ne peut accomplir sa mission retardatrice en Algérie qu'elle n'ait achevé d'abord de coloniser les Français. Nous reculons chaque jour devant la bagarre, mais soyez sûrs que nous ne l'éviterons pas. Ils en ont besoin, les tueurs. Ils vont nous voler dans les plumes et taper dans le tas. Ainsi finira le temps des sorciers et des fétiches. Il faudra vous battre ou pourrir dans les camps. C'est le dernier moment de la dialectique. Vous condamnez cette guerre. Vous n'osez pas encore vous déclarer solidaire des combattants algériens. N'ayez crainte. Comptez sur les colons et sur les mercenaires. Ils vous feront sauter le pas. Peut-être, alors, le dos au mur, débriderez-vous enfin cette violence nouvelle que suscitent en vous de vieux forfaits recuits. Mais ceci, comme on dit, est une autre histoire, celle de l'homme. Le temps s'approche, j'en suis sûre.
ou nous nous joindrons à ceux qui la font. Jean-Paul Sartre, septembre 1961.